Comme chaque mercredi, deux personnalités politiques pour un débat en plateau avec nous. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Vice-président PS du Conseil régional d'Île-de-France. Hervé Mariton, bonsoir. Député maire, ça a son importance, oui, je crois, aujourd'hui, UMP de la Drôme. Dans un instant, le calendrier des baisses d'impôts pourrait s'accélérer. Y a-t-il les marges de manœuvre suffisantes pour y parvenir? Mais d'abord, donc, le vote du jour. Catherine Coulet en parlait il y a un instant. La loi interdisant le cumul des mandats a été définitivement adoptée par le Parlement. Un élu ne pourra plus être parlementaire et maire ou parlementaire et président d'un conseil régional ou général. Avant de débattre, écoutons Jean-Marc Ayrault. Pour lui, la démocratie avance. Ce qui compte, c'est que la loi soit votée. Pour les Français, on a tellement parlé du cumul des mandats et de la fin du cumul des mandats depuis des décennies et des décennies. C'est un engagement de beaucoup de candidats au présidentiel. Qui l'a fait? C'est le président Hollande et c'est sa majorité. Eh bien maintenant, c'est la loi de la République. C'est ça l'essentiel. C'est une grande réforme et ça marquera le quinquennat de François Hollande. Grande réforme, dit cet après-midi Jean-Marc Ayrault. Hervé Mariton, un parlementaire est-il plus efficace s'il est à temps plein? Les parlementaires qui cumulent sont aujourd'hui, et c'est prouvé, une étude du Cevipof l'an dernier l'a démontré, les parlementaires qui cumulent sont plus efficaces, plus présents dans le débat parlementaire, plus influents dans la vie parlementaire. Donc la réalité, c'est que le cumul, qui probablement est exercé par les parlementaires qui bossent, et qui bossent bien, de gauche ou de droite, ce cumul, c'est à la fois positif pour nos territoires que nous représentons mieux, en particulier quand nous sommes provinciaux, maires d'une petite ville, parce que la France est centralisée, parce que si l'on veut se battre pour des enjeux importants, j'ai par exemple, pour dire les choses, grâce au cumul, construit un nouvel hôpital dans ma ville à Cré dans la Drôme, tout cela c'est une force territoriale. Mais c'est aussi une force pour le Parlement. Ce n'est pas juste un propos comme cela ici, c'est démontré, étude, Cevipof 2012. Alors, je vais reposer ma question. Est-ce qu'un parlementaire doit rester tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi, à l'Assemblée s'il est député, au Sénat s'il est sénateur? Mais attendez, personne ne nous a dit, de ce que j'ai entendu, que les parlementaires n'auraient pas aussi une vie sur le terrain. J'espère tout de même en France qu'on imagine même... Oui, mais qui est uniquement tourné justement vers ce pouvoir législatif qui est celui des parlementaires. Mais le travail de terrain sera plus superficiel, plus artificiel qu'aujourd'hui. Et je pourrais vous donner plein d'autres inconvénients du non-cumul de mandat. J'ajoute que le gouvernement, enfin, quand Jean-Marc Ayrault dit non-cumul, c'est faux. C'est non-cumul avec une fonction exécutive. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'on ne peut plus être maire d'une petite ville ou d'un village, mais qu'on peut être conseiller régional, président de commission dans une très grande région comme l'Île-de-France ou Rhône-Alpes chez moi. On a moins de responsabilités quand on est conseiller régional que lorsqu'on préside la région. J'entends bien, mais il y a aussi à faire de taille. Ceci étant, je le dis, en termes d'indépendance des élus, en termes de capacité à représenter... D'accord, vous voulez conserver un ancrage local. Plein d'avantages. Julien Drey, bonne mesure ou pas? C'est une avancée et en même temps, je me méfie toujours de ces lois couperées et de ces lois un peu dogmatiques. Il y a eu par le passé des excès, il fallait réduire ces excès. Il y a des choses encore qu'il fallait corriger. C'est vrai que président de région qui en même temps est parlementaire, ça se discute. Et même c'est incompatible d'après moi, surtout quand c'est les grandes régions comme par exemple la région Île-de-France, président de conseil général, maire de très grandes villes. Bon, donc on aurait pu et on aurait dû d'après moi faire un cran supplémentaire. Mais laisser un peu de respiration, c'était pas inutile. D'autant qu'on voit bien qu'il y a quand même une petite hypocrisie, il faut le noter. Malgré tout, c'est qu'on va rester quand même présent dans un certain nombre de collectivités locales. Donc on a besoin quand même d'un ancrage pour un parlementaire, parce que je suis contre... Alors vous voyez, je vais vous dire une chose, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pendant des années, j'écrivais, je déposais des motions dans les congrès socialistes en disant le mandat unique, le mandat unique. Et puis moi-même, par expérience, au bout de 2 ans de 2 mandats parlementaires, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une réalité des collectivités locales. Et je me suis investi à ce moment-là dans la région Île-de-France. Et mon mandat de vice-président de région Île-de-France n'était pas du tout incompatible avec... Non mais pardon, mais quand on est élu au député ou au Sénat, à l'Assemblée, pardon, ou au Sénat, on représente
une circonscription. On a forcément un ancrage qui est local. Non, mais il faut comprendre une chose. C'est pas exactement la même chose quand vous avez. On n'est pas forcément coupé du terrain parce que. Non, mais c'est pas ça. Vous n'avez pas le même contact. C'est pas la même chose. Vous avez deux facettes dans le travail de terrain que fait un parlementaire. La première facette, c'est ce qu'on appelle le travail d'assistante sociale, mais qui est un travail utile parce que c'est un contact humain et que c'est au plus une nécessité pour beaucoup de nos administrés de pouvoir trouver quelqu'un avec lequel ils vont pouvoir parler et débroussailler un certain nombre de dossiers. Et puis il y a aussi la vie du territoire, la collectivité. Oui. Et là, quand vous n'êtes pas en prise sur la vie de la collectivité, malgré tout, vous perdez quelque chose. Moi, je suis complètement d'accord. Comme on le voit aujourd'hui avec des députés qui n'ont pas de responsabilité exécutive locale. Ils sont à côté de la plaque ? Mais non, je ne serais pas si sévère que cela, mais ils font le travail d'assistante sociale et ils font un travail de représentation. Mais il y a un contact avec la réalité qui n'existe pas de la même manière. Moi-même, dans ma circonscription, je mesure que le type de contact que j'ai quand je suis député sur des parties éloignées de ma ville, et j'essaye de faire mon boulot de député du mieux que je peux, ça n'est pas le même type de contact. Et je suis heureux, je pense que c'est utile de mesurer aussi la réalité, d'avoir les mains dans la pâte, tels que je les ai en tant que maire. Et oui, ça enrichit et ça bonifie mon travail parlementaire. Alors on va écouter juste l'avis de... Si vous me permettez, mon sentiment, c'est que vous allez voir, je prends date, vous allez voir dans les années à venir que les choses vont être détournées de fait sur le terrain. Parce que tel qu'est le dispositif, on peut être conseiller général. Oui. On peut être conseiller régional. Président de commission. On peut être président de commission. Donc vous allez avoir beaucoup de parlementaires, même des jeunes qui sont aujourd'hui très ardents sur le non-cumul. Je suis à peu près certain que le prochain mandat, lorsqu'ils se présenteront députés, ils chercheront ou à être conseiller général ou à être conseiller régional, mais pas parce que c'est une volonté narcissique ou pernicieuse, c'est parce qu'ils vont se rendre compte que dans le contact avec les institutions, parce que ça c'est une réalité, il y a besoin aussi de cette présence dans les institutions. Conseiller, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, conseiller général ou conseiller régional, il y a moins d'engagement que lorsqu'on préside justement une région ou un département. C'est pour ça que je pense qu'on aurait dû mettre le coup près sur les présidences de région, les présidences de conseil général, les mairies de grandes villes et laisser cette respiration. On va juste, attendez, on va écouter, et je vous donne la parole ensemble. D'une petite ville ou d'un village, enfin, rappelons-le aux Français qui probablement ne seraient d'ailleurs pas prêts à en payer le prix, ça n'est pas un job à temps plein. Sans doute, maire de Paris, c'est un job à temps plein, mais une petite ville, un village, la réponse est non. Donc ne partons pas de l'idée qu'il y aurait a priori une contradiction entre des jobs à temps plein. Votre commune dans la Drôme, c'est 8 000 habitants. On va écouter l'avis de certains de vos collègues sur ce sujet apparemment qui crispe un peu les uns et les autres. C'est une question de réalité pour voter de bonnes lois. Et quelqu'un qui est un apparatchik d'un parti qui est distant des problèmes locaux n'est pas capable à l'Assemblée de voter des lois proches des gens. C'est bien le drame qu'on connaît dans d'autres parlements européens. C'est pour ça qu'on avait en France ce cumul de mandats, de 2 mandats, ça me paraissait raisonnable. Je considère que les sénateurs, je dis bien les sénateurs, devraient être autorisés à cumuler avec leur mandat de maire. C'est ce qui fait leur l'originalité. C'est le maire de Dijon qui parle aussi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il est indispensable que dans l'une des deux chambres, en l'occurrence le Sénat, puisqu'il représente les collectivités locales, on puisse avoir un mandat local qui, contrairement à ce qu'on dit avec le temps, maintient une connaissance des dossiers locaux qui est très importante pour faire la loi. Le cumul des mandats pour les députés, c'est effectivement une erreur. Et in fine, les sénateurs devront également se plier à cette loi adoptée aujourd'hui. Et le renouvellement des cadres en politique, alors cette loi va favoriser justement l'émergence d'une nouvelle génération, c'est pas plus mal. Ça, c'est un peu votre dada, ça, Julien Drey. Oui, mais bon, oui, ça va favoriser, vous savez, je suis pas convaincu que ça va fondamentalement favorisé. C'est une volonté des partis politiques à un moment donné. Ça, c'est une volonté des partis politiques. Ça fait un peu plus d'espace quand même sur l'échiquier. C'est pour ça que je pensais qu'on pouvait faire une respiration supplémentaire, mais qu'il fallait pas tomber. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que vous avez des générations de jeunes parlementaires, de jeunes responsables politiques, qui passent d'un extrême à un autre et qui viennent faire la leçon à tout le monde en faisant fi d'une certaine expérience. Mais est-ce qu'il y avait en effet un certain nombre de choses qui pouvaient être améliorées dans ce qui existait ? Je rappelle que depuis très longtemps, on n'est plus dans le cumul des années 60-70 où un homme aussi remarquable que Jean Le Canuet exerçait une quantité considérable de mandats, parlementaire national, européen, maire, président de région, peut-être même aussi de département. Enfin, aujourd'hui, c'est 2 mandats. Alors, il y a des gens qui vont au-delà parce que les présidences d'intercommunalité ne comptent pas. Donc, par exemple, on aurait pu imaginer une évolution de ce type. Non, mais sur le renouvellement, voilà. Oui, j'entends. Écoutez, ce que je crains, c'est qu'avec le non-cumul, enfin j'espère bien qu'on ne le vivra pas en réalité, et qu'en 2017 on soit capable de modifier la loi, et je pense qu'il y a beaucoup de socialistes qui espèrent aussi cela. Donc ça, c'est ma volonté ferme. Je suis responsable du projet à l'UMP, j'ai bien en projet qu'en 2017, nous modifions cette loi,
Mais la réalité, c'est que le cumul, c'est aussi une force face au parti. Et dans une logique de non-cumul, le non-cumul, ça va bien avec la proportionnelle, et ça veut dire des élus beaucoup plus dépendants de leur parti, ni à droite ni à gauche, ça ne me paraît une très bonne idée. À suivre, baisser les impôts, oui, mais à partir de quand ? Sur la date, le souhait de l'Élysée est de baisser les impôts dès l'an prochain, y compris pour les ménages. C'est un souhait, cela signifie que ça n'est pas certain. D'ailleurs, à entendre aujourd'hui les membres du gouvernement, il y a une grande prudence. Écoutez. Il y a une trajectoire des finances publiques qui est déjà sur la table et qui prévoit, vous le savez, une baisse des prélèvements obligatoires d'ici à la fin du quinquennat en 2017. Il y a des économies à faire, il y a aussi des assises de la fiscalité des entreprises et un groupe de travail sur les ménages, la fiscalité des ménages qui seront réunis. Et c'est à partir de tout ça que nous verrons quel peut être le rythme pour la baisse des prélèvements obligatoires d'ici à 2017. Nous avons pour objectif d'atteindre 0,3 points de pression fiscale en moins en 2017. Donc si une baisse est possible rapidement, évidemment que nous le ferons. Nous nous donnons tous les moyens de le faire. C'est le sens des réformes structurelles que nous avons engagées. Tous les efforts d'économie contribuent à cet objectif. Donc plus vite nous pourrons l'atteindre et mieux ce sera. Le scénario de l'Élysée, on l'a compris, est en 3 temps. 1, on baisse les charges. 2, la croissance est de retour. 3, on redistribue sous forme de baisse d'impôts. Entreprises et ménages sont concernés. Est-ce que vous souscrivez, Julien Drey, à ce scénario ? Non seulement j'y souscris, mais c'est pas trahir un secret, je pense que c'est la volonté du président. Je pense que le président s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait eu, à partir de 2012, une charge excessive, et il partage l'idée que trop d'impôts tue l'impôt, et qu'il y a une démotivation, notamment des forces vives, des classes moyennes, lorsque elles ont le sentiment que d'abord elles supportent l'ensemble de la solidarité, et deuxièmement, lorsque, en travaillant, on a l'impression qu'on ne fait que payer les impôts. Alors après, je pense qu'il y a une nuance, c'est clair, il y a un débat, il faut mieux l'assumer comme tel. Je pense que le chef du gouvernement n'est pas exactement sur cette même orientation, parce que c'est sa tradition d'ailleurs, c'est des débats qu'on a eus ensemble, et qu'il va falloir à un moment donné que le chef de l'État assume totalement cette question-là. Ça veut dire quoi très concrètement, pardon ? Ça veut dire quoi, qu'il va garder son Premier ministre ou Non, qu'il va en changer ? Ça veut dire qu'il y a eu... besoin de clarté là. Oui, mais je vous le dis. Vous avez trop dit ou pas assez ? Dans tout gouvernement, il y a des débats. Il peut y avoir un débat entre le Premier ministre, le Président de la République. Moi, je ne vis pas dans cette logique du bloc où il n'y a qu'un chef, tout le monde est sous le doigt de la couture. Au contraire, la démocratie, ça doit être vivante et ça doit être aussi vivant dans une majorité. Bon, je pense que la volonté du chef de l'État, et il le dit d'ailleurs assez souvent, c'est de ne pas se laisser enfermer dans les schémas de Bercy. Voilà. Et donc, il a fixé un cap et il veut qu'il soit tenu. Ne pas se laisser enfermer dans des schémas, c'est plutôt bien, jusqu'au moment où la patrouille nous rattrape. Parce que je crains que le monde virtuel dans lequel l'exécutif nous met aujourd'hui ne soit assez rapidement rattrapé par Bruxelles, les marchés, les taux d'intérêt, et qu'on ait assez vite des tensions dures sur les taux d'intérêt. De quoi s'agit-il ? D'abord, les impôts en 2012, en 2013, en 2014 auront explosé. Donc vous donnez beaucoup de coups de marteau sur la tête. À un moment, vous en donnez un peu moins, ça ne devient pas une caresse pour autant. Ensuite, regardons... Mais c'est moins douloureux. Bon, merci pour cette lucidité. Ensuite, regardons l'exécution budgétaire 2013. Le gouvernement ne maîtrise rien. Les déficits ont dérapé au-delà de ce qu'étaient les prévisions, les engagements du gouvernement, vis-à-vis de Bruxelles, vis-à-vis, c'est plus important, des Français. Donc aujourd'hui, de quoi nous parle-t-on ? Il y a des impôts qui ont explosé depuis 2012, 2... Oui, mais là, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Là. Mais des déficits qui ne sont pas maîtrisés et des engagements que la France a pris en regardant devant, en termes de réduction des déficits, et nous sommes très loin du compte, et en termes de réduction de la dette. Le Haut Conseil des finances publiques, émanation de la Cour des comptes, avait, il y a quelques mois, au moment de la discussion budgétaire cet automne, souligné qu'il y aurait de nouveau une aggravation de la fiscalité telle que l'équation gouvernementale était partie. Alors, comment faire pour éviter cela ? François Hollande conditionne ces baisses d'impôts à un retour de la croissance. Attendez. Quand vous regardez les perspectives de croissance... Et les augmentations d'impôts étaient dues quand vous regardez... il y a eu des augmentations d'impôts dans le passé, je les ai condamnées. Je pense que le gouvernement aurait pu faire autrement en étant plus courageux sur le terrain des économies, nous en avons parlé les semaines précédentes, en évitant d'engager des dépenses qui n'étaient pas justifiées. La réalité, c'est que les économies ne sont pas au rendez-vous. Elles ne le sont pas au budget 2014. Les 15 milliards dont on nous a parlé sont virtuels. Je ne vois pas de perspective solide. Je constate un Donc il n'y aura pas de baisse d'impôts ou alors on laisse filer les déficits. C'est ça, oui, que vous nous dites.
toute baisse d'impôts, je prends. Et je préférerais que les baisses d'impôts, ce soit maintenant, comme on dit en socialisme. Des caresses plutôt que des coups de marteau. Reste que la réalité des déficits est là, que les réformes structurelles ne sont pas au rendez-vous, il n'y a pas eu de vraie réforme des retraites, et là, les partenaires sociaux avec le gouvernement sont engagés dans une réforme de l'assurance chômage, dans lesquelles tous les sujets importants et lourds, par exemple les intermittents du spectacle, mais d'autres encore, sont mis sous le tapis. La réforme de la formation professionnelle engagée est très insuffisante. Celle d'avant l'était aussi, mais là, c'est pire encore. Mais c'est pas comme ça qu'on réduit les dépenses, c'est pas comme ça qu'on réduit les déficits, ce n'est pas comme cela que l'on peut solidement et sérieusement baisser les impôts tels que je le propose. Je voudrais qu'on parle d'un... rapidement, parce qu'il nous reste il y a à la fois... soit on regarde de manière statique les choses, et de ce point de vue-là, ce que fait M. Mariton est compréhensible, soit on les regarde de manière, je dirais, fluidifiée. Le pari qui est fait, c'est un pari, mais je le dis depuis des semaines et des semaines, je ne change pas d'avis. Le pari, c'est de donner une impulsion nouvelle à l'économie, créatrice d'emplois, et que cette impulsion nouvelle, parce qu'elle va être créatrice d'emplois, va permettre des allègements fiscaux. Oui, c'est le cycle. Voilà, on a commencé par ça. Alors après, quand vous regardez l'analyse de Pierre Cahuc, qui est un de nos grands spécialistes de l'emploi dans les Échos d'aujourd'hui, sur le risque que la proposition du président de la République ne fonctionne pas en termes d'emploi. Il y a des spécialistes, je me rappelle de spécialistes qui disaient plutôt bon. On passerait jamais à l'euro et on y passait plutôt bien. Je vais vous demander d'être concis, s'il vous plaît, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à l'Assemblée nationale cette semaine. La nuit dernière, les députés ont adopté l'amendement sur l'IVG. La notion de détresse a été supprimée. Est-ce que c'était nécessaire ? Brièvement. Non, parce que l'état de la loi était convenable. La loi Veil. Oui, de la vie de la société française. Je pense que la gauche n'était pas obligée d'envoyer ce signal de banalisation de l'avortement et de création de tensions supplémentaires dans une société qui n'en a pas besoin. Et peut-être qu'on pourrait revenir aux priorités des Français. La loi Veil fonctionnait, elle est corrigée. Je trouve cette correction... Ça n'était pas une priorité. Alors, c'était une priorité parce que... Qu'est-ce qui s'est passé sur le droit à l'avortement ? Dans les années 70 et dans les années 80, on avait des médecins qui étaient des médecins militants. Et donc, dans le rapport avec les femmes, ces questions de détresse n'étaient pas traitées. Et puis, tout doucement, parce que s'il y a une banalisation, c'est rentré dans les mœurs, on a de moins en moins de médecins qui ont ce rapport à l'avortement comme étant une vraie conquête sociale, et de plus en plus de pression psychologique se faisait avec même des médecins qui ne voulaient plus exercer cela. Et donc il fallait mettre un terme à cela, parce que le droit à l'avortement, comme un droit, comme une conquête sociale, comme une liberté pour les femmes de disposer de leur corps, était progressivement en train d'être mis en cause. Et on voit bien ce qui se passe en Espagne, qui est quand même le symbole de la régression. C'est différent de ce que la gauche a dit à l'Assemblée, qui prétend que le texte ne change rien. Je trouve que Julien Drey est beaucoup plus honnête. Oui, moi je dis la vérité, il fallait faire ça pour permettre justement que les femmes... C'est un argument qui vous convainc ou pas ? Non, mais... Pour permettre que les femmes, quand elles aillent à l'hôpital, ne se trouvent pas face à un médecin qui invente tous les prétextes. Il y a heureusement liberté de conscience des médecins, et je pense qu'elle est préservée. Le médecin peut ne pas aller dans la voie de l'avortement. Heureusement, la patiente peut trouver... Heureusement, la patiente peut trouver un autre médecin. Il y a la liberté de conscience. Par plaisir. Hervé Mariton. J'entends, mais la liberté, je ne veux pas mettre en cause la loi Veil, je ne veux pas non plus qu'on mette en cause la liberté de conscience des médecins. Non, mais c'est pas la liberté de conscience des médecins. Je dis juste que quand Madame Veil avait fait cela, elle avait fait parce qu'il y avait des difficultés à faire passer la loi. Et depuis, les choses sont passées autrement parce qu'on est dans une vraie conquête. La loi fonctionne. Julien Drey, Hervé Mariton, merci beaucoup. Fin de la newsroom. Nous revenons demain à 19h pile. Bonne soirée sur LCI.